Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu le monde des probabilités. Oui, avec des exemples assez concrets tirés de fiches d'exercices classiques. Exactement. On a des urnes, des lancers de dés, des pièces, mais aussi des choses un peu plus appliquées, comme des codes d'alarme, des statistiques sur une assemblée. Et même un exemple avec des disques, je crois. C'est ça. L'objectif, c'est de démystifier un peu tout ça, comprendre la logique derrière les événements, contraires, compatibles, incompatibles. Et surtout, aborder les fameuses probabilités conditionnelles, le sachant que. Voilà. Bon, alors, déballons tout ça. On commence par les bases. Fiche 1, l'urne. Oui, l'urne, on définit des événements simples. A, c'est tirer une boule blanche. B, c'est tirer une boule Et noire. c'est tirer une noire ou une rouge. Bon, ça va. Mais l'événement contraire de B, tirer une noire. Alors, le contraire de tirer une noire, c'est logiquement ne pas tirer une noire. Donc, tirer une blanche ou une rouge. Exactement, tirer une blanche ou une rouge. Et c'est utile parce que parfois, calculer la probabilité de l'événement contraire, c'est plus simple. Ah oui, Oui, surtout quand il y a plein de cas. On le verra avec l'histoire des pièces de monnaie. d'accord. Et cette histoire de compatible ou incompatible, A blanche et B noire, ça, c'est incompatible, on est d'accord. Tout à fait, on ne peut pas tirer les deux en même temps, une seule boule à la fois. Mais B noir et C noir ou rouge, là, la source dit qu'ils sont compatibles. Bah oui, parce que si on tire une boule noire, eh bien on a réalisé l'événement B et on a réalisé l'événement C. Il y a une issue commune. C'est ça. C'est subtil, mais fondamental pour la suite, j'imagine. Absolument. Bien définir ça évite de compter deux fois la même chose ou d'oublier des cas quand on combine les événements. Ok, passons au calcul alors. Fiche 2. On lance une pièce 3 fois de suite. Mhm. L'univers, c'est toutes les combinaisons possibles. Pile, 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 face. Il y en a 8, si je me souviens bien, 2 puissance 3. C'est ça, 8 issues. Et la probabilité d'avoir que des piles, PPP. Ben, une seule chance sur les 8. Donc un huitième. 12% et demi. Facile. Voilà. Et maintenant, la probabilité d'avoir au moins une face. Alors là, on pourrait lister tous les cas. PPF, PFP, FPP, PFF, FPF, FFF. Ça fait 7 cas, donc 7 huitièmes. Oui, c'est juste. Mais c'est là que l'événement contraire est pratique. Le contraire de au moins une face, c'est quoi? C'est aucune face. Donc que des piles, le fameux PPP. De au moins une face, c'est un moins la probabilité de son contraire, PPP. Ah oui, 1 moins 18e. Ça fait 7 18e. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, c'est un réflexe à avoir. Appliquons ça au code d'alarme. 3 chiffres de 0 à 9. Donc 10 possibilités pour chaque chiffre. 10 fois 10 fois 10. Ça fait 1000 combinaisons possibles, de 000 à 999. Et la probabilité d'avoir un code avec 3 chiffres identiques. Genre 000, 111, 111, 222. Combien y a-t-il de codes comme ça? 1 pour chaque chiffre. De 000 à 999, ça en fait 10. C'est ça, donc 10 codes favorables sur les 1000 possibles. 10 sur 1000, ça fait 1 sur 100. 1%, c'est peu. Très peu. Maintenant, combinons un peu les choses avec l'exemple de l'assemblée. Fiches 2 et 3. D'accord. On a 250 personnes, 120 portent une cravate événementielle. Donc P de C, la probabilité de choisir au hasard quelqu'un avec une cravate, c'est 120 sur 250. Ce qui fait 0,48 ou 48%. Voilà. Et 85 personnes ont les yeux bleus, événement B. Donc P de B égale 85 sur 250, ça fait 0,34. 34%. Et le point clé, 50 personnes ont les deux, cravate et yeux bleus. Ça, c'est l'intersection. B inter C. P de B inter C égale 50 sur 250. Oui, soit 0,20, 20%. Alors, comment on calcule la probabilité qu'une personne prise au hasard ait la cravate ou les yeux bleus? C'est la réunion B union C. On utilise la formule P de B union C égale P de B plus P de C moins P de B inter C. Donc 34% plus 48%, moins les 20% de l'intersection. C'est ça. Pourquoi on soustrait? Parce que les 50 personnes qui ont les deux, on les a comptées dans le groupe yeux bleus et dans le groupe cravate. Ah oui, on les a comptés 2 fois. Faut enlever une fois. Exactement. Donc 34 plus 48, 20, ça fait 62%. Logique. Et du coup, la probabilité de tomber sur quelqu'un qui n'a ni cravate ni yeux bleus, C'est le contraire de la réunion qu'on vient de calculer. le contraire de l'un ou l'autre ou les deux.
Oui, donc c'est 1 moins P de B union C. 1 moins 62%, 38%. Tout à fait. On voit comment ces règles s'articulent pour traiter des groupes qui se chevauchent. Et ça nous amène tout droit aux probabilités conditionnelles, non? Le fameux « sachant que Exactement. Fiche 3. Quelle est la probabilité d'avoir les yeux bleus sachant que la personne porte une cravate? Notez P de B sachant C. P de B sur C ». Alors, la formule, c'est P de B intersection C divisé par P de C. C'est ça, l'intersection sur la probabilité de la condition. Donc, 20% divisé par 48%, ça fait à peu près 0,416, environ 42%. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Mais si on sait déjà que la personne a une cravate, si on ne regarde que les porteurs de cravates, Mhm. qui sont 120 personnes, Alors, dans ce groupe précis, la proportion de ceux qui ont les yeux bleus est de 42%. c'est ça. Sur les 120 avec cravate, 50 ont les yeux bleus. 50 sur 120, ça fait bien environ 42%. L'information porte une cravate a changé notre référence. Et inversons, probabilité de porter une cravate sachant qu'on a les yeux bleus. PDCB. Même logique. P de BCC divisé par P de B. Donc 20% divisé par 34%, ça donne environ 59%. Remarquez comme P de BC et P de CC sont différentes. Ah oui, clairement. 42% contre 59%. L'information qu'on a au départ change complètement la perspective. C'est crucial. Le sachant que réduit l'univers des possibles et recalcule les chances dans ce nouvel univers. On retrouve ça avec l'exemple du disquaire aussi, non? Calculer la proba de choisir un disque de rap, sachant qu'il est en anglais. Oui, la source donne P rap anglais environ 19,5%. C'est le même principe appliqué à un autre contexte. Si on prend un peu d'auteur, cette notion de « sachant que », elle modélise comment on ajuste nos estimations quand on apprend quelque chose de nouveau, en fait. Tout à fait. C'est fondamental dans beaucoup de domaines, pas seulement en maths pure. Ça modélise la mise à jour des croyances. Bon, si on résume un peu, on est parti des bases, définir un événement, son contraire. Oui, puis calculer des probabilités simples comme avec les pièces ou le code. Ensuite, on a vu comment combiner les événements avec ou, la réunion, et était, l'intersection. L'exemple de l'assemblée était parlant. Surtout avec la nécessité de soustraire l'intersection pour la réunion pour ne pas compter 2 fois. Et on a fini sur la subtilité des probabilités conditionnelles, le fameux P-AB. Qui montre l'impact d'une information préalable sur l'évaluation d'une probabilité. Alors, au final, qu'est-ce que tout ça nous apporte? Ces outils, ce sont plus que des formules. C'est une structure pour raisonner face à l'incertain, aléatoire. Ça permet de quantifier les choses, de dépasser l'intuition brute. Exactement. De décomposer un problème, d'évaluer l'impact d'une information nouvelle sur ce qu'on pense savoir. Et pour finir, peut-être une question pour la route. Au-delà des calculs, comment est-ce que cette façon de penser, en termes de probabilité de A sachant B, pourrait affiner notre jugement au quotidien? Bonne question. Face à des infos partielles, des statistiques qu'on nous présente, ou même des RUR, Est-ce qu'on pourrait utiliser cette logique pour mieux évaluer la fiabilité ou la portée de ce qu'on entend? peut-être. Oui. Se demander quelle est la probabilité que cette info soit vraie, sachant ce que je sais déjà par ailleurs. Ça force à contextualiser. Intéressant. De quoi réfléchir.